Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de presque 2 ans, et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Pour ce 8e épisode, je reçois avec beaucoup de joie Anna, avec qui on discute de grossesse sous stérilet, fausse couche, grossesse extra-utérine, accueil catastrophique aux urgences gynécologiques, mais aussi de grossesse dans des contextes compliqués, d'accouchement au physio et de reprise du travail. Un épisode riche et intéressant, au début rapide, comme Anna en fait. Salut Anna! Salut Manon! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire. Ouais, merci, c'est un plaisir de m'inviter à la partager. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je m'appelle Anna, j'ai 32 ans et j'habite à Strasbourg. Et oui, après, il faut que je parle aussi de moi. C'est comme tu veux, cette question, elle est très ouverte et elle est faite pour, c'est toi qui vois. Dans la vie, en dehors d'être maman, je viens d'être promue directrice des ressources humaines dans mon entreprise. Voilà. Félicitations. Merci. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire débuter ton histoire un petit peu plus tôt dans la vie que les autres épisodes. Est-ce que tu as toujours voulu être mère? Non, clairement non du tout. J'avais même un certain dégoût pour les enfants. Ah oui, carrément. Ah oui, vraiment, ils me faisaient super peur. J'ai l'impression que c'était un peu des mini-humains, mais avec des comportements complètement irrationnels. Donc j'étais pas du tout à l'aise en présence des enfants. Ce que pas faux, hein, ceci dit. Oui, voilà. Non, mais moi ça me perturbait énormément. Je savais pas comment réagir avec eux. Non, pas du tout attirée par les enfants et ça a été très très long comme ça. Je me souviens d'un voyage en train une fois quand j'avais une vingtaine d'années où il y avait 2 enfants qui criaient dans le train et j'en ai saigné du nez tellement ça me crispait. Donc voilà, j'en étais à peu près à ce stade-là, ouais, de la non-inimitié, ouais. J'aimais pas ça. Effectivement. Et alors, qu'est-ce qui a changé? En fait, quand j'ai eu 25 ans, je suis tombée enceinte par accident. J'avais un stérilet et j'ai fait partie de ces grossesses sur stérilet. Et en fait, je m'en suis rendu compte en faisant une fausse couche. Puisque dans ma tête, c'était absolument pas possible que je puisse avoir un enfant alors que j'étais sous contraception. Et en faisant la fausse couche, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci parce que c'était pas des règles normales, c'était pas la bonne date et surtout j'avais très très mal. Et en fait, à la fin de la fausse couche, j'ai perdu mon stérilet. Donc, on a un petit peu cherché avec ma sage-femme de l'époque ce qui se passait. On s'est rendu compte qu'en fait, j'avais fait une grossesse sur ce stérilet-là. Et en fait, ça a été un déclencheur. J'ai énormément culpabilisé de ne pas m'être rendu compte que j'étais enceinte, de ne pas m'être écoutée. Ça, c'est un vrai problème chez moi. Je ne m'écoute pas. Et en fait, j'ai culpabilisé vis-à-vis de cet enfant qui n'avait pas vu le jour. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'il s'est pas du tout senti désiré. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu un cheminement dans ma tête qui s'est fait. Et si jamais ça m'arrivait à nouveau, quelle serait ma décision? Dans quelle posture je me placerais? Et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à nourrir un désir d'enfant. Ah oui, donc gros switch à ce moment-là. Ah oui. Mais ça a été très très violent. Se rendre compte qu'on est enceinte en faisant une fausse couche au travail. Je me souviens, j'étais au travail. J'imagine. Psychologiquement, c'est une vraie trahison de son corps. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait et j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre et à me refaire confiance et à refaire confiance à mon corps aussi. Tu avais repris la même contraception après ou pas du tout? Alors, directement après la fausse couche, ma sage-femme, j'étais suivie par une sage-femme, me demande ce que je veux faire et moi je repartir sur un stérilet puisque j'aime pas du tout la pilule, je réagis pas très très bien, je gonfle comme une patate avec et donc je me dis non, je repars sur un stérilet et en fait elle me met un stérilet cranté, donc sachant que j'avais jamais eu d'enfant et à mes premières règles je le perds. Donc en fait là on se rend compte qu'il y a un souci avec moi et les stérilets. Et à partir de ce moment-là, j'étais complètement dégoûtée et j'ai fait l'autruche pendant à peu près 1 an et demi où j'ai vu aucun professionnel de santé, j'ai pris aucune contraception, où vraiment le problème n'existait pas. Et après, au bout d'un peu près 1 an et demi où j'ai un peu appris à faire la paix avec mon corps et surtout on me laissait enfin tranquille parce que tout ça, c'est des douleurs, c'est des examens gynéco pas forcément super agréables. Je suis repartie sur une pilule cette fois-ci. Ah, finalement, ouais. Ouais. Ah non, j'avais pas du tout envie d'une grossesse non désirée. C'était pas du tout le moment dans ma vie, dans mon couple. Donc voilà, je suis repartie sur la pilule.
T'étais déjà avec ton conjoint de l'époque? Oui, Enfin, ah non, ouais, pardon, mon conjoint actuel. ton conjoint actuel, Oui, oui. c'est vrai À que j'en ai l'époque? pas du tout parlé. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis avec mon mari qui s'appelle Jérôme depuis 12 ans, un truc comme ça. Et on se Waouh! connaît depuis qu'on a 15 ans. Et on avait déjà été en couple quand on avait 15 ans, mais vraiment très brièvement. Et on s'est remis en couple quand on avait une vingtaine d'années. C'est beau, je trouve ça trop beau. Les amours d'adolescence qui deviennent des amours Ouais, et presque puis d'une surtout, vie. on a vécu notre vie, vu qu'on n'a pas été très longtemps en couple quand on a 15 ans. Après, on a fait notre vie, on en a eu d'autres personnes dans nos cœurs. Et donc, c'était chouette parce que quand on s'est retrouvés, on n'avait plus le même âge, plus les mêmes aspirations. Et c'était chouette. Et en fait, vraiment, aujourd'hui, on a grandi ensemble. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans tous les couples. On a eu une belle vie avant d'avoir notre fils. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Clémence qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Ah, je ne l'ai pas encore écouté. Mais je te laisserai découvrir ça. Et quand est-ce que vous avez commencé à vraiment parler d'enfants avec ton conjoint du coup, de manière désirée, je veux dire? Bah, en fait, moi, quand j'ai fait ma fausse couche, lui, il était complètement à côté de ses pompes. Il comprenait rien de ce qui se passait. C'était absolument pas concret. Donc, j'ai vécu un peu toute seule et ça a été super dur pour moi de gérer ça, plus la charge mentale, hein, derrière de la contraception, toutes ces choses-là. Oui. Et ensuite, quand on s'est mariés, avant notre mariage, j'ai commencé un peu à évoquer le fait qu'on pourrait peut-être se mettre à essayer. Et il n'était pas très chaud, ça l'angoissait beaucoup. Et en fait, à un moment, je l'ai mis un peu devant le fait accompli en disant, écoute, soit tu me dis oui, j'arrête ma contraception et on y va, soit tu me dis non, mais c'est un non clair et franc. Et finalement, il m'a dit, c'est bon, tu peux arrêter la contraception, on verra ce qu'il advient. Donc ça a mis un petit peu de temps pour lui. À la base, toi tu voulais pas d'enfant et lui il en voulait pas non plus ou il savait Hmm, juste pas? Non, il savait pas. Ça le concernait pas. C'était beaucoup trop loin de ses préoccupations pour même se poser la question de est-ce qu'il en avait envie ou pas. OK. Et après ça a été rapide, la conception? Alors, c'était assez fou parce qu'en fait, on s'est mariés au mois d'octobre et on devait partir en voyage de noces en Nouvelle-Zélande au mois de décembre. Sympa. Voilà, donc c'était très très chouette et on s'était dit non, faut pas qu'on se gâche ce voyage, donc je continuerai la contraception et je l'ai arrêté à Noël. Et on partait le 31 décembre en Nouvelle-Zélande et en fait, je suis tombée enceinte en Nouvelle-Zélande. Ah, un Euh, bébé de lune de miel. Ouais, c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et évidemment, comme je venais d'arrêter la pilule et que mon cycle était pas revenu normalement, j'ai mis un peu de temps avant de le découvrir. Mmh. Et quand je l'ai découvert, j'y croyais pas. Ça m'a été un petit peu violent pour moi parce que je pensais que ça allait prendre du temps et tout à Ouais. coup, ça s'est mis devant moi. Et j'étais très heureuse. Mon mari était très choqué aussi, mais au final, il était très heureux. Et en fait, c'est rapidement parti en cacahuète puisque j'ai commencé à avoir des grosses douleurs, à perdre beaucoup de sang. Et je me souviens, on devait aller dans une fête de famille à Colmar où on est originaires tous les deux. Et en fait, je lui dis ça va pas, il faut qu'on aille aux urgences. Il y a un souci, donc on a été aux urgences gynéco. Et là, avec toute la délicatesse qui caractérise certains soignants, on m'a juste répondu il y a rien, vous avez fait une fausse couche, il y a rien du tout, Oh, c'est l'utérus est violent. vide, c'est très très violent. Et je me dis, ok, très bien. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a quand même été à cette fête de famille. Et en fait, j'avais rien prévu, j'avais pas de protection, rien. Je saignais comme un cochon. Et je me souviens, j'allais aux toilettes, mettre du papier toilette et j'essayais de faire bonne figure. Mais j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de me mettre au fond de ma couette. Tu m'étonnes, ça a dû être tellement dur. Ouais, ça a été super dur parce que je me disais, c'était le plan parfait. Mmh. Comme on voit dans les films où la nana tombe enceinte pendant son voyage de noces. Enfin, c'était mon bébé kiwi. Enfin, c'était super difficile. Et puis surtout, ça s'arrêtait pas de saigner. À un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, la fausse couche a fini, ça va s'arrêter. Puis ça s'arrêtait pas. Et en fait, j'ai appelé ma gynéco. Elle m'a dit, bah, faites une prise de sang, on va voir comment le taux évolue. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a un souci au niveau du taux. Le taux stagnait. Et en fait, j'ai une super gynéco que j'adore, qui tient en plus un compte féministe gynéco, donc vraiment une nana hyper ouverte d'esprit et qui m'a vraiment prise en charge super bien. Et elle me colle un rendez-vous tout de suite et on regarde et en fait, on se rend compte que je suis en train de faire une grossesse extra-utérine. Et que dans mon malheur, j'ai de la chance, puisqu'en fait, le développement de l'embryon s'est arrêté de lui-même. Et donc, heureusement, elle n'est pas évolutive, donc ça ne présente pas de risque pour ma trompe ou pour ma D'accord. fertilité Ouais. Mmh. future.
Mais bon, il y a quand même un souci, il faut quand même que je me débarrasse de cet embryon parce que Ouais. il n'est pas au bon endroit. Et en fait, elle le localise sur la trompe gauche. Et elle, comme elle est gynéco de ville, elle me fait un courrier et elle me demande d'aller urgemment aux urgences gynéco de Strasbourg, ce que je fais tout de suite. Et, euh, et là, j'arrive dans ces urgences, il y a plein de monde, la salle d'attente est bondée, c'est un vendredi après-midi, je suis pas bien, il y a plein de femmes enceintes, c'est vraiment, j'ai envie de tout sauf d'être là. Et je suis reçue par une interne et une sage-femme qui me demandent pourquoi je viens. Donc j'explique que je suis en train de faire une grossesse extra-utérine et là elle rigole, elle me dit bah oui mais qu'est-ce que vous en savez? Donc, je leur donne le Oh courrier là de la là. gynéco. Ah ouais mais vraiment je me dis bah enfin, super, lis le courrier. Je donne le courrier, elle lit le courrier, elle dit ouais bon ok on va regarder ça. Et puis elles refont un peu mon, mon historique gynéco on va dire, donc je leur parle de ma fausse couche sur un stérilet, mes stérilets qui ont bougé. Et je me souviens, la nana dit, bah dis donc, vous avez tout fait, hein, c'est jackpot. Et je trouve ça super malvenu. Et moi, en fait, quand je trouve qu'il y a des choses qui sont malvenues, je réagis un peu bizarrement, c'est-à-dire que j'en rajoute et je suis un peu provoque. Et je dis, bah ouais, il me manque Ouais. juste la grossesse molaire. Et puis, j'ai tout coché. Oh. Et c'était Oui, très mauvais ok. goût, mais c'était un peu mon Oui. mécanisme de défense. Ben Genre, oui, bon, ça je va. comprends. Pour que la nana se rende compte un peu de l'absurdité de ses propos. Et puis, elle m'envoie un peu bouler en disant, mais ça va pas dire des choses comme ça, vous vous rendez pas compte, c'est grave, c'est dire que c'est un cancer, nanana. Enfin bref, je suis hyper infantilisée. Effectivement, elle constate l'embryon coincé dans la trompe gauche. Et la seule recommandation que j'ai, c'est bah, ça va partir tout seul. Faites des prises de sang toutes les 48 heures pour voir l'évolution du taux et de toute façon, ça va partir tout seul. Ah oui, Et c'est tout vous... ce qu'on te dit. Ah On oui, te c'est dit rentrez tout. chez vous, madame, et Ouais, rentrez ah chez oui, vous, revenez la semaine prochaine et débrouillez-vous. 0 pointé de A à Z, quoi. Ah ouais, 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 puis surtout, je me dis, ok, prise de sang toutes les 48 heures, c'est un peu lourd. Oui, c'est clair. Voilà, donc je passe ma vie au labo. En plus, le labo dans lequel j'allais était vraiment pas sympa. À chaque fois, elle me demande 1000 papiers, alors que ça fait tous les 2 jours, elle me voit, elle savait exactement pourquoi je viens. À chaque fois qu'elle me donne les résultats, Hmm. elle m'appelle en disant félicitations, c'est positif. Et à chaque fois, je leur dis oui, mais non, c'est Ah, pas le le but. combo. Ah non, c'était horrible. Et donc, je tiens comme ça pendant 3 semaines. Donc, il y a 3 semaines où je fais des Trois prises de sang tout le semaines. temps. Ouais. Et à chaque fois, j'y vais. Et puis, on me dit toujours, bah, ça va partir tout seul, ça va partir tout seul. Je viens le Et jour où j'y. Ouais, il y dis-moi. avait rien, il pouvait rien faire pour accélérer le mouvement, ou c'est juste qu'il voulait pas? Et bah, je pense qu'il voulait pas parce que moi je m'étais renseignée de mon côté et en fait quand on a ce genre de situation, généralement on propose aux femmes de faire une injection de méthotrexate. Alors Hmm. je suis pas médecin ni rien, mais en gros c'est le même principe que pour les chimiothérapies, c'est-à-dire un produit qui tue les cellules et donc les cellules d'embryon aussi. Hmm. Et je savais qu'il y avait cette possibilité-là, mais on me la refusait en me disant non, non, mais ça va, de toute façon l'embryon n'est pas évolutif, vous attendez, ça va bien se passer. Mais bon, au bout de 3 semaines à se promener avec son embryon mort dans le Et ventre. personne t'a demandé ton avis, en fait. Non, non, non. En plus, personne me demande mon avis. Moi, je suis là, je subis. Déjà, j'ai le côté psychologique. Je suis très fatiguée. Les prises de sang tous les 2 jours, ça fatigue quand même pas mal. On dirait une junkie. J'ai les bras qui ressemblent à rien. À chaque fois qu'il faut repiquer, ça fait de nouveau mal parce que faut réussir à trouver un endroit de la veine qui est pas trop Ouais. abîmé. Et puis, au bout de 3 semaines, j'en ai ras-le-bol et je décide d'arrêter de me laisser faire et je prends mon mari avec moi. Parce que je lui dis à un moment, ça te concerne aussi, t'es bien mignon, tu viens avec. Parce qu'il était Et pas là dans tout ce non, non, processus-là? non, 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 mon mari travaille beaucoup et en fait, à chaque fois que j'y allais, c'était des vendredis après-midi, des choses comme ça. Et en fait, il bossait, il pouvait pas venir avec moi, donc Ok. je gérais toute Hmm. seule. Wow. Et là, jour-là, il Encore vient plus. avec moi. Ah bah ouais, c'était vraiment, j'étais toute seule face aux soignants, quoi. Et j'avais 4 ans et demi, en fait, face à elle. Ouais. Ces jours-là, je me pointe et je décide que je me laisserai pas faire. Et là, je pique vraiment un coup de gueule en expliquant que là, j'en ai marre, je suis fatiguée, que c'est mon corps, c'est moi qui décide et que maintenant ils vont me faire cette injection, que j'en ai marre d'attendre, que les dos ne bougent pas. Et je me fâche et l'interne et la sage-femme décident enfin de décrocher le téléphone et d'appeler le chef de service. Et j'entends la conversation au téléphone et le docteur demande comment sont mes taux. Donc elles décrivent toutes mes dernières prises de sang. Et je l'entends juste dire mais enfin, c'est quoi cette histoire? Ça devrait faire des semaines qu'elle aurait dû avoir son injection. Ah, merci, enfin quelqu'un. Voilà. Et en fait, il a fallu mais vraiment que je me fâche mais tellement fort pour l'avoir. Ça m'a fatiguée, ça m'a encore plus mise en colère parce que je me suis dit, j'ai eu le courage à un moment de gueuler, mais j'imagine qu'il y a des femmes qui n'ont pas ce courage Hmm. parce elles y arrivent pas, parce qu'il y a une barrière culturelle ou sociale, et ça m'a rendu dingue. Je trouvais ça hyper injuste.
Et donc finalement, je décroche cette ordonnance et on me demande le lendemain de revenir pour l'injection en service gynéco. Donc c'était un samedi. Et donc j'y vais avec mon mari parce que j'estime qu'à partir de ce moment-là, c'est quand même des traitements qui sont lourds, hein. Le méthotrexate, c'est pas Oui, bah rien, oui. ça met un peu KO. Et j'y vais avec mon mari et je me souviens, l'infirmière vient me chercher pour l'injection et donc je lui dis, voilà, mon mari vient avec moi. Et elle me dit, mais ça va, vous n'êtes pas une petite fille, hein, vous pouvez y aller toute seule. Oh là Mais là. ils avaient zéro pointé dans cet hôpital qui a pourtant une bonne réputation, hein, au niveau du traitement des mamans, mais moi je trouvais qu'ils étaient vraiment à côté de tout. Et Ah bah donc je c'est dis non, clair. non, non, c'est mon mari, ça le concerne, donc il vient avec moi et on fait l'injection. Et en fait, à partir de ce moment-là, là on était en février, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, je mets 3 mois à retrouver un taux normal. Donc j'ai encore mis 3 mois à éliminer l'embryon malgré le méthotrexate. Donc Wow. ça a été très difficile parce que pendant ces 3 mois-là, bah, forcément, mon corps considérait qu'il était encore enceinte, donc c'était impossible pour moi de relancer des essais. Et puis je faisais des prises de sang très régulièrement pour voir où en était l'évolution de mon taux. Je faisais des statistiques avec des prévisionnels pour voir comment je devrais à peu près y arriver enfin dans combien de temps je pourrais arriver Ouais. à un taux normal. Donc ça a été très très long. Donc ça, c'était les premiers essais qui m'ont mis un peu par terre. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est une grosse désillusion. Même si on sait qu'il y a potentiellement d'avoir des problèmes pour avoir des enfants, on se sent nul et dans son rôle de femme, dans son rôle primaire de femme. Enfin, c'est horrible parce que je considère pas qu'une femme est faite pour avoir des enfants Oui, mais je vois ce que tu veux fondamentalement, dire. mais le truc de base pour lequel on a été conçu, eh ben, j'y arrivais pas. Et c'était beaucoup d'amertume, beaucoup de sentiments d'injustice et j'ai mis un long moment avant de le digérer. Donc, au bout de 3 mois, ton taux, redevient en dessous Ouais, des 10, c'est ça? Enfin, je me rappelle plus, à partir de c'était 5 en dessous de 25. d'accord, OK. Tu as dû te sentir soulagée à ce moment-là quand même? Ouais, 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 j'étais soulagée. C'était enfin fini, ça c'était derrière moi et je pouvais reprendre des essais. Ouais, tu es repartie directement Ouais, en essai ou tu as ouais, ouais. attendu un petit peu, non? Non, non, je suis repartie directement, j'en avais ras-le-bol et je me suis dit, allez hop, on va essayer de repasser quelque chose de positif. Oui, d'accord, oui, je comprends. Et alors quand est-ce que tu tombes enceinte à partir de ce moment-là? Je tombe enceinte en juillet, donc je tombe enceinte 3 mois plus tard. Donc après, ça arrivait assez vite, mais j'étais dans un état de psychose dingue, puisque je me Ouais. souviens, je faisais des tests d'ovulation, je prenais ma température tous les matins. Mon mari était en déplacement très 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 souvent, donc c'était difficile d'être synchro par rapport à mon ovulation et sa présence. Donc c'était vraiment, c'était pas du hasard, hein. Quand je suis tombée enceinte, je savais exactement quand est-ce que je suis tombée enceinte. Voilà, Tout pour toute la reprendre un petit peu magie. le contrôle sur ton corps, non? Ouais, c'est ça. C'était le contrôle, reprendre le contrôle, et puis de me dire de toute manière, il n'y a pas de magie dans les essais, donc autant maîtriser la chose, quoi. Ouais, ouais, je vois. Et alors comment ça se passe, cette, 3e grossesse du coup? Et écoute, ça se passe bien. Je suis complètement flippée de éventuellement le scénario précédent se reproduise. Ouais. Et donc je fais des prises de sang tout le temps pour voir si le taux évolue. Je me souviens, c'était en plein été, et puis ma gynéco pouvait pas me voir avant 8 ou 9 semaines d'aménorrhée pour faire la première l'écho de datation. Et donc je prétexte des saignements pour aller aux urgences gynéco pour voir si oui ou non l'embryon est au bon endroit. S'il n'est pas dans une trompe, donc là c'est déjà le premier soulagement, il n'est pas dans une trompe et on voit le cœur clignoter parce que c'était vraiment le tout début, je devais être à 6 SA, un truc comme ça. Et puis Ah, vient assis, enfin. c'est ça? C'est ça? Ouais, ouais, OK. j'étais tout au début et vraiment, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'avais besoin d'être rassurée, de me dire c'est bon, je fais pas une grossesse extra-utérine à nouveau. Oui, il y a un Et moment on se préserve comme on peut, hein. ouais, 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 mais voilà, je voyais pas comment faire autrement parce que les prises de sang c'est bien, mais j'avais besoin d'être sûre que ce soit Ouais. bon. Et puis après, ça s'est bien passé. J'ai vite été très très nauséeuse. Ça a vite commencé. Ça, c'était difficile. Beaucoup de fatigue aussi. Et puis après, sont arrivés les vomissements. Et ça a duré jusqu'aux 4 mois et demi de grossesse. Là, j'ai dégusté, mais je me disais c'est bien, Ouais. c'est-à-dire que ça tient, c'est bien. Ma mère me disait, tu sais, quand on a beaucoup de nausées, ça veut dire qu'on a un gros taux d'hormones et que le placenta produit plein d'hormones et c'est bien, et ça veut dire qu'il s'accroche bien. Donc je me raccrochais à ça en me disant, ok, Ouais. ça va aller, ça va aller. Et c'était Et dur.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Ou Travail. tu OK et qu'est-ce que tu fais comme travail à ce moment-là? Je suis responsable ressources humaines dans une grosse association qui est assez connue et en fait, je gère seule 200 salariés, Ah y oui, compris donc les un petit peu payes. de pression, quoi. Si peu. Ouais, j'ai beaucoup de pression. Je gère 200 salariés et je fais toute leur paye. Donc, c'est-à-dire que concrètement, si je suis pas là, les gens sont pas payés. Moi y compris, hein. Mmh. Donc Ouais et c'est très lourd. du coup, tu arrives à concilier, toute cette grosse charge de travail et ce début de grossesse, très nauséeuse, du coup? Bah, c'est difficile parce que j'essaie de trouver un peu des remèdes pour éviter d'être trop malade. Il y a un seul toilette parce que c'est un environnement très masculin. Il y a un seul toilette pour les femmes qui est à l'autre bout du couloir. Donc généralement mes collègues me voient partir en courant en m'attachant les cheveux. Donc je pense Ouais. qu'ils sont pas dupes. Ils savaient? Euh, non, ils savaient pas, mais personne n'était trop surpris quand je l'ai annoncé. Donc je pense que tout le monde Ouais. s'était dit à un moment, elle est tellement à côté de ses pompes. Et puis le midi, je rentre manger chez moi et en fait je mange quasiment pas parce qu'il n'y a rien qui passe. Et en fait je fais que dormir le midi. Mais c'est très très lourd et en fait je suis arrêtée 2-3 jours à un moment parce que je suis à mon bout de mes capacités et en fait j'ai un management qui est pas très bienveillant, qui est vraiment old school on va dire, avec un manager, enfin un responsable qui est un homme d'une cinquantaine d'années, qui a été très carriériste, qui a jamais élevé ses enfants Le et cliché? exactement le cliché. Et forcément, j'ai jamais été arrêtée. Et je suis arrêtée. Et donc, le gars commence à dire à tout le monde, ah bah, je suis sûre qu'elle est enceinte, je suis sûre qu'elle est enceinte. Et en fait, Oh. je me sens coincée. Et je finis par l'appeler quand je suis arrêtée en disant, bon, écoutez, je vous le dis, je suis arrêtée parce que je suis au bout du rouleau. Voilà, je suis enceinte. Et j'étais à peu près à 2 mois de grossesse, quelque chose comme ça. Donc c'était beaucoup trop tôt pour moi, mais je voyais plus comment faire autrement parce que je me Mmh. sentais coincée. Et en fait, c'était une collègue avec laquelle j'étais très proche qui savait que j'étais enceinte, qui m'avait appelé en disant, écoute, j'arrête pas de raconter ça à tout le monde. Et ça m'avait profondément blessée. Ouais, je Euh, comprends, ouais. J'avais le sentiment d'avoir été outée dans ma grossesse contre mon gré. Mmh. Et puis, sur le coup, il réagissait pas trop mal. Et puis, en fait, plus les semaines passaient, plus c'était des petits messages subliminaux. Je me souviens, à la fin d'une réunion, il avait dit, ah, de toute façon, les femmes enceintes, vous coûtez tellement cher à la société. Des choses comme ça, ouais, ouais. C'était des petits messages. Moi, je me laissais pas démonter et je renvoyais facilement là où il venait. Mais ça aidait pas au climat. Et surtout, j'avais aucun aménagement de mon travail pour faire face à ma grossesse. Donc j'avais beau être enceinte, je travaillais toujours autant et à l'époque je devais travailler entre 55 et 60 heures par semaine. Ah oui! Ah ouais, je bossais, j'avais des horaires, c'était juste démentiel. Je me vois encore avec mon gros ventre en train de traiter des payes à 22 heures le soir, encore chez moi. Enfin, Est-ce que j'ai tu as fait des bossé déplacements jusqu'à tard. ouais, tu as J'ai bossé j'ai- jusqu'à combien de à quel terme? j'ai été arrêtée un mois avant mon congé mat. Puisqu'en fait, je me souviens bien, j'avais 2 salariés qui avaient commencé à se prendre la tête dans mon bureau, qui hurlaient, qui machin. J'avais essayé tant bien que mal de les calmer. Et en fait, ça n'avait pas marché. Et j'avais mon rendez-vous chez ma gynéco et je me suis enfuie. J'étais chez ma gynéco et j'arrive chez elle et elle me prend attention, j'étais à 14. Ah oui, Et ouais. voilà. Et là, elle me dit, c'est fini. Là, c'est fini. Vous rentrez, vous prenez vos affaires et vous repartez et vous êtes arrêté, vous reprenez pas. Parce qu'elle voyait déjà qu'il y avait des signes qui n'allaient pas. Je travaillais beaucoup trop, Mmh. j'étais beaucoup trop fatiguée. Mais médicalement parlant, ça allait. Mon col était bon, ma tension était toujours un peu limite, mais ça allait. Et là, elle m'a dit non, enfin, vous pouvez pas débarquer chez moi à 14 de tension. Et donc, j'étais plutôt contente parce que je venais de réussir à trouver une remplaçante. On avait passé genre 2 semaines ensemble, 2-3 semaines ensemble. J'avais réussi un petit peu à la former. Donc, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, j'insiste pas. Et je suis partie en arrêt à ce moment-là. Ma remplaçante n'a pas trop compris le concept de l'arrêt, donc elle arrêtait pas de m'appeler, de m'écrire toute la journée pour me demander de Oh l'aide sur des non. trucs. Mmh. J'ai pas vraiment trop réussi à décrocher. Et puis ensuite, après, le 16 mars, on a été confinés, donc je suis restée un mois en arrêt finalement à faire un petit peu ce que j'avais envie de faire. Et puis à partir du 16 mars, j'étais enfermée chez moi. Voilà. Et du coup, ça a mis un petit peu un arrêt
au boulot aussi? Enfin, du coup, vu que tu continuais quand même un petit peu à bosser. Oui, oui, oui. Et puis à un moment, en fait, j'avais dit stop. Je me souviens, j'avais Ouais. décidé, je lui avais dit plusieurs fois en disant, écoute, je suis fatiguée, il faut vraiment que je coupe et maintenant, il faut que tu sois un petit peu plus autonome. Elle comprenait pas et donc j'avais décidé d'arrêter de répondre. Et c'est pas bien, hein, mais je l'avais ghosté en me disant, maintenant, il faut que je me Enfin, t'as préserve. prévenu. Oui, voilà, j'avais prévenu, mais je me suis dit, maintenant, il faut que je me préserve, il faut vraiment que je pense à mon bébé. Et j'ai pas du tout pensé Bah à mon oui. fils pendant des mois. Je m'écoutais pas. J'avais aucun aménagement non poste. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, c'est peut-être le bon moment de penser un peu à ma tronche. Ouais, bah t'as bien eu raison. Donc fin de grossesse, pendant le 1er confinement, Ouais, comment tu le vis? Comment, tu t'appréhendes tout ça? franchement, c'est un cataclysme. Il faut se rappeler, parce qu'en fait, je dis à l'époque, hein, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, mais à l'époque, on connaissait rien de ce Covid, on connaissait rien de ce virus. On savait pas les effets sur les fœtus, on savait pas les effets sur les femmes enceintes ou sur les bébés. Et la consigne était claire, c'est rester enfermé, mais on n'avait aucun moyen de protection. Et en fait, du jour au lendemain, tout ce que j'avais prévu pour la fin de ma grossesse, j'avais prévu l'acupuncture, je faisais du yoga prénatal, la préparation à l'accouchement, que j'ai évidemment, comme je travaillais comme une dingue, j'avais mis super du temps à m'inscrire. Et du coup, tout a été arrêté du jour au lendemain. Et ça a été super violent pour moi, parce que je me suis dit, mais dans quelles conditions j'ai accouché? Et je me souviens, je faisais la préparation à l'accouchement sur WhatsApp en visio avec ma sage-femme. Et en fait, non, mais c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et, Système D. ah ouais, on se débrouillait comme on pouvait. Et elle me dit, écoute Anna, tu vas devoir accoucher toute seule. Donc faut que tu te prépares à accoucher toute seule. Ah oui, tu Et le savais tu l'as su très vite? je l'ai su vite en fait parce que à ce moment-là, tous les parents les papas étaient tous interdits dans les salles d'accouchement, enfin les Ouais. accompagnants du moins. Donc du coup, je me suis préparée à accoucher toute seule. Mais tous mes plans sont tombés à l'eau. Tout ce que j'imaginais est tombé à l'eau. Et puis en plus, il faut savoir que tous les rendez-vous médicaux, quels qu'ils soient, étaient annulés. Il n'y avait plus rien du Oui. tout. Mais alors, tu avais prévu quoi à la base, avant Bah, tout ce confinement, tout le Covid? Tu avais prévu de te préparer comment? moi, je voulais accoucher sans péridurale. Parce que j'ai eu beaucoup d'opérations quand j'étais petite fille, j'ai eu beaucoup d'anesthésie et moi je réagis très bien aux produits anesthésiants, voire un peu trop bien. Et je mets du temps à les éliminer. Donc je m'étais dit, quand j'aurai mon bébé, je veux être capable de vite reprendre possession de mon corps pour vite Mmh. m'en occuper. Et c'était vraiment mon objectif. Après, je n'étais pas dans un délire hyper nature, pas du tout. Je voulais juste le faire sans péridurale, mais dans un environnement qui était quand même médicalisé. Mais je voulais qu'on me laisse le plus tranquille. Et je voulais que mon mari soit acteur aussi de mon accouchement. Et en fait, dans notre préparation, bah, moi, je l'avais briefé pour qu'il m'aide et qu'il m'accompagne à accoucher sans péridurale. Tu avais Et choisi une préparation spécifique? Ou non, c'était juste non, OK, non, c'était non, c'était juste tu avais ce moi. projet-là et Voilà, je m'étais documentée un peu sur les phases de l'accouchement, sur ce qui était important, l'ocytocine, toutes ces choses-là. Mais vraiment, je m'étais dit, bon, il faut que je me fasse confiance aussi. Et j'avais cette idée d'accoucher sans péridurale, mais je voulais pas non plus avoir un plan trop défini pour pas mmh. être déçue si jamais quelque chose se passait pas comme je le souhaitais. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé cette info pour toi? Enfin, à part, j'imagine, beaucoup de déception, beaucoup d'appréhension, j aussi, mais qu'est-ce que ça a changé, comment tu as changé ta préparation? Bah en fait, finalement, je me suis dit, ok, bah ça va être moi et mon bébé, voilà. C'était vraiment une préparation mentale en me disant comment est-ce que je vais réussir à tenir dans la douleur avec un masque, puisque on devait accoucher avec des masques, ce que j'avais pas du tout En plus, prévu, dans des conditions qui étaient quand même très dégradées, sans soutien moral de ma maman ou qui que mmh. ce soit. Donc c'était vraiment une préparation purement mentale, en me disant bon, il va falloir que tu tiennes bon et c'est toi et ton fils versus le reste du monde. Voilà. Mais j'étais très isolée en fait pendant cette fin de grossesse puisque ma maman et ma sœur ont attrapé le Covid. Comme on connaissait rien de Ah oui, en plus. l'époque, ah bah oui, parce que forcément c'était pas drôle. Comme on avait l'impression que c'était la maladie qui fauchait tout le monde, moi j'étais complètement Mmh. terrorisée qu'il leur arrive quelque chose. Et puis il faut le savoir, on habite à Strasbourg et c'était l'épicentre de l'épidémie à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc on était dans une frayeur dingue. J'habite juste à côté de l'hôpital civil, donc j'avais les hélicoptères qui passaient toute la journée déposer des patients ou en ramener, l'armée aussi qui venait en chercher en hélicoptère. Donc j'étais dans un contexte hyper anxiogène.
J'avais pas le droit de sortir, il n'y avait pas de protection, donc on n'avait pas de masque, pas de choses comme ça. Et je me souviens, quand j'étais au 8e mois, j'ai dû aller faire mes analyses au labo, et en fait, elles ont refusé de me faire rentrer dans le labo. Ah ouais? Ah oui, 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 non, mais tout le monde était complètement parano. Elles m'ont dit non, non, vous allez prendre votre petit gobelet, vous allez rentrer chez vous, vous allez le ramener. Et j'ai dû gueuler en disant non, mais vous êtes complètement fou. Je vais pas refaire l'aller-retour. Je suis enceinte de 8 mois. Non, à un moment, je viens, je fais mes analyses et tant pis, vous désinfectez derrière moi. Mais à un moment, il faut quand même rester un peu Humain. rationnel, quoi. Enfin, mais Ouais. tout était dingue. Et je me souviens, j'avais eu le dernier check-up avec ma gynéco. J'avais demandé à ce qu'elle me déclenche. Elle m'a dit non, 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 je te déclenche pas. Ça se passe bien, ça va venir, t'inquiète pas. Et en fait, elle m'avait donné un masque. Elle m'a dit ce masque, tu le gardes précieusement et tu le prendras le jour où tu partiras à la maternité. Tellement il n'y avait pas de protection. Oh. Non, mais c'était dingue. Et effectivement, ce masque, je l'ai gardé. Et en fait, c'est ce masque que j'ai gardé pendant tout mon séjour à la maternité, puisque personne n'avait pu me le remplacer parce qu'on n'en avait pas assez. Mais Wow, effectivement, très anxiogène, c'était le contexte. hyper anxiogène. Et comme on savait rien sur les mamans, sur les bébés, il fallait surtout pas sortir. On Ouais. désinfectait toutes les courses. On était vraiment dans le délire à fond, dans comment ça peut s'attraper. On Hmm. lisait tout et n'importe quoi. Et finalement, moi, je tournais en rond chez moi. J'avais prévu plein de choses. Je voulais faire du sport, je voulais marcher pour déclencher un peu l'accouchement. Finalement, j'ai refait mes vitres, je pense, 2 ou 3 fois. J'ai nettoyé ma terrasse à la brosse à dents pour essayer de déclencher tout. Enfin, j'étais ridicule. Mes voisins me regardaient et devaient se dire, mais elle est folle avec son gros bide, celle-là. Parce qu'évidemment, vu que tous mes voisins étaient enfermés chez eux, bah, j'étais un peu l'attraction du truc. Ouais, j'imagine, ouais. C'était la folie. Et puis j'avais l'impression d'être une vache gestante dans une exploitation agricole sous les caméras, parce que j'avais ma famille qui m'appelait à peu près 200 fois par jour pour me demander alors, parce qu'il y avait que ça à Hmm. faire. Tout le Oui, monde bah oui. s'ennuyait. Donc il s'est dit, tiens, on va regarder si Anna accouche. Et donc on m'appelait toute la journée en me disant alors. Et puis moi je disais, bah non, il se passe rien, il se passe rien. Et j'étais folle. La fin de grossesse a été extrêmement pénible Hmm. et j'ai détesté. Je n'avais qu'une envie, c'était d'accoucher et d'en finir. Puisqu'en plus c'était pénible. Je faisais des insomnies, j'avais énormément de remontées acides. J'étais crevée, j'avais beaucoup de contractions. Mon bébé bougeait beaucoup et me faisait très mal en bougeant. J'ai jamais aimé les coups de mon fils. Donc vraiment, j'avais envie d'en finir. Ras-le-bol. Et justement, comment ça s'est fini, tout ça? Bah, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de contractions et mon travail commençait à chaque fois la nuit et s'arrêtait toujours au petit matin. Donc c'était génial parce que je ne dormais pas la nuit. En fait, finalement, je dormais un peu dans la journée comme je pouvais. Et puis, à un moment, ça se calme pas trop et je vais quand même à la maternité. Et là, à la maternité, ils me disent, ah bah, vous êtes ouverte à 1, donc ça s'enclenche, mais ça peut être encore un petit peu long. Moi, je vous préconise de rentrer chez vous, vous serez mieux chez vous. Donc ok, pas de souci, je rentre chez moi et je continue à gérer mes contractions comme je pouvais. Et en fait, mon fils me faisait tellement mal en bougeant que souvent je confondais des contractions avec ses mouvements. Je pensais qu'il bougeait, mais en fait, c'était vraiment des contractions. J'ai mis beaucoup de temps avant de les identifier. Et puis ça passait pas, ça passait pas. Et puis le lendemain, j'étais au téléphone, je me souviens avec mon papa qui me disait alors, il se passe rien. Non, il se passe rien. Toujours Sauf qu'en pas. vérité, je savais que j'étais en travail, mais je serrais les dents en disant non, il se passe rien, parce que je voulais pas lui dire Ouais. pour Hmm. pas, voilà. Et puis tout à coup, je sens une grosse chaleur dans ma culotte et je me dis ah ça se trouve c'est la poche des os. Pas du tout, je saignais beaucoup. Je me suis mise à beaucoup beaucoup Ah, saigner. Donc je me suis dit bon, on va vite partir. Et on est parti à la maternité avec Jérôme. Et je me souviens, quand on est parti à la maternité, on s'est fait arrêter par un barrage de police qui contrôlait les attestations. bah oui, oui, évidemment. Sauf que c'était un sens unique, on pouvait pas doubler. Il y avait vachement de voitures devant nous et moi j'étais perclue de contraction, j'étais pas bien. Et on attendait, moi j'étais hystérique, je me suis dit c'est pas possible, ça va durer des plombs. Et puis finalement le policier vient, on ouvre la fenêtre et mon mari dit on doit aller à la maternité, il y a ma femme qui va accoucher. Là j'ai une énorme contraction, je me mets à crier. Et le pauvre policier, ça avait plus se mettre, il dit bah allez-y, allez-y. Mais voilà, tout était dingue à ce Ouais. moment-là. Se faire arrêter par les flics en allant à la maternité pour se faire un contrôle d'identité, enfin c'était dingue. Hmm. Et on arrive à la maternité et en fait, ma maternité, donc je le dis, c'est la maternité Sainte-Anne à Strasbourg. C'est une super maternité. S'il y a des mamans qui hésitent, je leur conseille d'aller là-bas. Peut-être pas en J'arrive cas de fausse là-bas. couche, du coup. Alors c'était pas celle-ci que j'avais été, bah oui justement, je suis Ah. plus jamais retournée là-bas. Non non, non non, jamais de la vie.
Et en fait, là, elle m'annonce en disant, écoutez, on vient de changer le protocole et on autorise les papas pour Oh, les accouchements. génial! Il faut qu'ils soient confinés avec les mamans et qu'ils restent jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de la maternité. Oh, le soulagement que vous C'était avez dû dingue. ressentir. C'était dingue. J'y croyais pas. Vraiment, je dis, mais c'est vrai? Elle me dit, oui, oui, on a changé. C'est pas possible. On peut pas laisser les mamans accoucher seules. C'est pas dans la philosophie de notre établissement. Donc, on autorise les accompagnants. Et là, mon Waouh. mari dit, bah ouais, mais moi, j'ai rien prévu. Oui, c'est ce que j'allais te demander, de Il avait façon très rien prévu. pragmatique. Rien du tout. Et là, ils ont été top. Ils disent, bah écoutez, vous savez quoi, on vous autorise, on ferme les yeux, vous faites l'aller-retour, vous allez chercher les affaires et vous revenez. Ah là Ils ont là, été génial. humains, mais jusqu'au bout. Et en fait, elle m'examine, elle me dit, ah bah ouais, non, là, c'est bien avancé, vous êtes à peu près à 3. Tu Et sais elle me pourquoi dit, tu saignais, du coup? en fait, les contractions étaient tellement violentes que le col avait rompu. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai saigné jusqu'au bout, hein. J'ai saigné jusqu'à l'accouchement. Et elles ont été top. Elles m'ont dit, bah écoutez, vous savez quoi, on va pas vous embêter. Vous montez dans votre chambre et puis à 17h, vous redescendez. Mais comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous prenez une douche, vous vous changez, vous rangez vos petites affaires, machin. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que je me suis pas sentie trop coincée longtemps en salle d'accouchement ou en salle de travail. Et puis à 17h, je suis redescendue. Là, elles m'ont proposé un bain. J'étais à 4h30. Et donc, c'était Hélène, la sage-femme qui s'occupait de moi à ce moment-là. Et elle me fait couler un bain. C'était génial. C'était une super sensation. Et les contractions étaient beaucoup plus supportables. Et je me sentais beaucoup plus légère. Je subissais moins mon poids, mon corps. Sachant que j'avais pris que 12 kilos, mais je me sentais vraiment énorme à ce moment-là. Fin de Euh, grossesse, quoi. ah ouais, ouais, ouais. De toute façon, je me supportais plus. Et puis, je sors du bain et là, les contractions me rattrapent. Je suis à peu près à 6,5, donc le travail avance très bien. Je suis à peu près à 1 cm par heure, donc ce qui est plutôt chouette pour un premier accouchement. C'est clair. Et là, c'est la fin de journée, il est à peu près 19h, le soleil se couche et on est dans la salle nature puisque j'avais décidé de passer sans péridurale. Donc elles m'ont mis dans une salle où il y a de quoi s'accrocher au plafond, il y a des ballons, il y a quasiment pas de lumière, on a un tout petit faisceau de lumière. Et moi, je travaille beaucoup sur la respiration, c'est comme ça que je m'étais préparée. Et en fait, j'ai une espèce de petit sifflet, ça s'appelle un Flow, quelque chose comme ça. C'est un sifflet en plastique et tu peux plus ou moins le fermer. Ça te permet de plus ou moins souffler et Hmm. de vraiment te concentrer sur ta respiration. Et en fait, je travaille beaucoup là-dessus et ça m'aide beaucoup. C'est Et génial donc, comme gadget. Enfin, je ah, connaissais pas du tout, mais... c'est top. Et moi, ça m'aidait à me concentrer dessus parce que j'avais vraiment une respiration qui était orientée, cadencée et qui m'aidait aussi à voir quand est-ce que la contraction allait arriver. Ça a un nom spécifique, histoire Ah, que d'autres ça puisse servir à d'autres, peut-être? ouais, de mémoire, ça s'appelait le Winner Flow. C'était ma sage-femme qui faisait la préparation à l'accouchement, qui me l'avait donné juste avant le confinement, en disant tiens, ça va te servir. Donc c'est un petit truc en plastique. Je pense qu'il y a moyen de faire une recherche dessus, mais Bah je l'ai voilà, bonne gardé. entendeuse. Voilà, pour les prochains, je l'ai gardé parce que c'est top. Et le travail se passe comme ça, je suis quasiment pas embêtée. La sage-femme change, c'est Marine ensuite qui me prend en charge et elle vient de temps en temps m'examiner. Quand je l'appelle, elle vient m'examiner, mais personne m'embête, personne vient me parler de péridurale et je continue à gérer mon truc. Et puis au fur et à mesure que les heures passent, je crie de plus en plus. Moi, je m'étais dit non, je vais pas crier, je serai dans la maîtrise. Rien du tout, hein. Tu fais comme tu peux à un moment donné. Ah oui, 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 non, au bout d'un moment, le moyen de passer ça, c'est vraiment de crier. Mais mon mari me dit, c'est pas des cris normaux, c'est vraiment très animal, c'est très rauque, tu sens que ça vient Mmh. de l'intérieur. Et puis, comme je m'étais bien préparée sur l'accouchement sans péri, je savais exactement dans quelle phase j'arrivais. Et j'arrive sur la phase de désespérance, où je me dis, La fameuse. je n'en peux plus. Et j'avais briefé mon mari, je lui ai dit, voilà, il y a cette phase, il y a un moment, tu vas voir que je vais perdre pied. Et il faut que tu me soutiennes, il faut que tu me dises que je vais y arriver. Et il joue son rôle à fond. Il me soutient à fond et je passe le cap. J'arrive à Génial. tenir, mais c'est super dur. Et là, tu te rends compte que c'est le mental qui joue, puisque je suis persuadée que je vais mourir. Mais je le vois ça comme quelque chose de positif, comme la fin de mes souffrances. Enfin, c'est très très bizarre. On passe sur Mmh. un mode de pensée qui est complètement différent. Je me dis que mon cœur va lâcher de trop de souffrance. Que c'est pas possible, c'est pas humain de souffrir autant.
Et c'est très bizarre parce que je suis très sereine vis-à-vis de ça. Je suis pas dans l'angoisse, dans la panique en me disant, mon Dieu, je vais mourir. Non, je suis là, ok, très bien, bah, je vais mourir, c'est comme ça. Mais au moins, j'aurai plus mal. Effectivement, Vraiment, ça doit être spécial à ressentir c'est quand même. très, très dingue. Mais je suis vraiment, je suis dans ma bulle. Et ce qui est génial, c'est que personne ne m'en fait sortir. Ni la sage-femme, ni mon mari, personne m'en fait sortir. Elles essayent vainement de me mettre un petit monito pour voir comment ça évolue, mais évidemment, je bouge comme c'est pas permis, le truc arrête pas de tomber, mais on me le reproche pas, on m'embête pas. Et puis tout à coup, je sens que ça commence un peu à pousser au niveau des fesses, et j'appelle la sage-femme, elle me dit, mais vous êtes qu'à 8. Je lui dis, oui, mais je vous dis, ça pousse. Elle me dit, ok, très bien, bah, si vous le sentez, c'est que ça doit être ça. Elle me dit, mais le bébé n'est pas du tout descendu, il est encore très haut, mais si vous voulez, on fait une poussée, on voit comment je vous gérer, et puis ça se trouve, c'est la bonne. Et je fais une poussée, elle me dit, ok, c'est bon, on y va. Et donc, je Ah n'étais pas à ouais. dilatation complète, le bébé n'était pas descendu. C'était le moment. Mais je le savais, hein, en fait, je me suis juste complètement laissée porter, et puis finalement, en un quart d'heure, il était descendu et il était sorti. Ah Voilà. ouais, en un quart d'heure, t'es passé de 8 à j'ai accouché. Ouais, c'est ça, en un quart d'heure. Et c'était absolument fou parce que tout ce que j'avais lu sur les sensations, je les ai ressenties. Le cercle de feu, je confirme, ça brûle. Il porte bien son nom, c'est ça? Ah ouais, oui, c'est un truc de dingue. C'est une sensation, c'est indescriptible. Et je me suis dit, ok, très bien, on est là-dedans. Donc là, c'est la tête. À un moment, la sage-femme me dit, ah, vous voulez toucher? Je dis, non, moi, je touche pas là. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais juste, on va le sortir et je m'en fous de savoir où c'en est. On va juste le sortir. Et en fait, finalement, chez moi, le plus difficile, le plus douloureux, ça a été le passage des épaules, où j'ai eu la sensation de m'ouvrir littéralement en deux. Wow. Et ça, c'était une sensation qui était atroce. Et finalement, quand mon fils a été sorti de moi, enfin est sorti de moi plutôt, il est né dans un râle de ma part où j'ai juste lâché un dernier hurlement de douleur et de relâchement. Ce qui fait que quand j'ai réouvert les yeux, j'avais ce petit bébé là sur moi et j'ai pas compris que c'était le mien en fait. T'avais J'ai accouché dans quelle position? j'ai accouché sur le dos en position gynécologique parce qu'on en avait Ok, testé d'autres et finalement c'était celle où ma poussée était la plus efficace et où aussi j'étais le plus à l'aise. ok, ok. Voilà. Donc la rencontre au début, Ah bah j'étais complètement à l'ouest. J'étais tu pleine d'hormones, j'étais complètement choquée de ce qui venait de se passer. Et puis je regarde ce bébé et je dis mais c'est mon bébé? Et elles me disent oui oui. Et moi vraiment j'étais persuadée qu'elles en avaient trouvé un dans le couloir et qu'elles m'avaient posé sur le ventre. ouais, t'étais encore sous le choc. Ah j'étais sous choc, j'étais complètement sonnée. Et puis finalement, ok, c'était le mien, c'était mon bébé. Et puis il était très, très éveillé, il n'a pas crié, il avait ses grands yeux, il a toujours des très grands yeux qui me regardaient très profondément. Je me disais, ok, ok, c'est toi, enchantée. Et je voyais mon mari qui était décomposé à côté, qui pleurait. Et en fait, j'ai eu une déchirure au niveau d'une des lèvres. Et en fait, la sage-femme me dit, ah bah, on va devoir vous mettre un petit peu d'anesthésiant pour la déchirure. Je dis, non, je sens rien. Elle me dit, vous êtes sûre? Ah, je dis, je ne sens rien. Et effectivement, 38 tonnes auraient pu me passer dessus, j'aurais rien senti. Je pense que Shooté aux endorphines. Ah ouais, j'étais complètement shootée. Et en fait, elle me recoue. Et moi, j'étais tellement loin dans ma tête que je faisais des blagues. Elle me recoue, je lui dis ah bah vous faites ça bien parce que c'est important pour cet été à la plage, des trucs comme ça. Et donc finalement, la fin de mon accouchement, c'était dans les blagues, mais même pendant la poussée, hein, moi je me souviens plus, hein, mais elles m'ont dit que j'étais extrêmement vulgaire. J'ai insulté la terre entière et particulièrement les hommes en disant que c'était vraiment des mauviettes, que c'est nous qui supportions tout. Et en fait, j'ai fait toute ma poussée comme ça, insulter tout le monde, à être super vulgaire. Ça devait être drôle pour les sages. Ah bah, elles m'ont dit c'était très drôle, elles ont beaucoup aimé mon accouchement parce qu'elles m'ont dit c'était vraiment un show. Elles m'ont dit on aurait dit Florence Foresti. Moi je m'en souviens pas et en fait derrière elles m'ont expliqué, elles m'ont dit souvent c'est un mécanisme un peu normal. Il y a des femmes qui chantent, il y a des femmes qui sont complètement absentes et puis il y a des femmes qui sont très en colère et moi j'étais dans la colère pour mobiliser toutes mes forces. Mais ça a été top et finalement bah, j'ai eu mes petits points de suture et j'avais mon bébé sur moi et on nous a laissé de nouveau super tranquilles. On nous a apporté des sandwichs, ça c'était assez génial. Sympa. Ouais, parce que ça fait quelques heures que j'avais pas mangé et en fait ils en ont aussi donné à mon mari, ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que Ah ouais, c'est pauvre homme il cool. avait rien mangé.
Et c'était génial. Et en fait, j'ai essayé d'allaiter mon fils, qui s'appelle Zéphyr. J'ai essayé d'allaiter Zéphyr. Et en fait, il n'arrivait pas à téter correctement. En fait, il calait sa langue contre son palais. Et donc, la succion ne marchait pas. Oui, du coup, Et ça marche pas très bien, effectivement. bah non, non. Et on avait beau essayer. Et en fait, à un moment, la puéricultrice est venue et m'a dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire un DAL. Donc un dispositif d'aide à l'allaitement, et en fait elles ont pris une bouteille de lait artificiel, une petite, elles ont mis un petit tuyau, et en fait elle a collé le tuyau à son doigt, et en fait elle mettait son doigt dans la bouche de Zéphyr pour placer correctement sa langue, pour lui apprendre comment téter. Et elle a fait ça 2 minutes. Après elle me l'a remis sur le sein et c'est bon, c'était parti. Ah Et oui, donc ça a pas du tout freiné ça. Ça a non, freiné le début, mais finalement, c'était juste lui apprendre et c'était go, juste pour quoi. enclencher, et j'étais super contente parce que je sais qu'il y a des mamans qui disent non, non, pas de lait artificiel, ce sera le premier lait qu'il prendra, ce sera mon lait. Et moi, j'étais tellement plus là-dedans que je dis Hmm. ok, ok, je vous fais confiance et allez-y. Et j'étais super contente parce que bah, ça nous a permis d'avoir un bon début d'allaitement. Il a quand même eu mon colostrum. Et ça lui a pris tout de suite, dès le début, à bien placer sa langue. Il n'y en a plus jamais eu ce problème-là de langue collée au palais. C'est chouette ça. Et je Ouais. reviens un petit peu sur, la rencontre parce que je discutais avec des amis du lien maman-bébé et de la vague d'amour. Donc j'ai décidé de poser la question maintenant un peu systématiquement. Est-ce que tu as ressenti cette vague d'amour dont tous les médias te parlent et te Non, disent que c'est normal et que... non, Non? du tout. Du tout. C'était extrêmement primaire comme sensation, que j'ai eu vis-à-vis de mon fils. C'était animal dans le sens où c'est mon bébé, il faut que je le protège. Mais c'était pas, c'est mon enfant, l'amour de ma vie. Pas du tout. Ouais. J'étais plus interloquée de le rencontrer en me disant, ok, c'était toi tout ce temps-là. Et j'avais pas de grandes espérances vis-à-vis de lui. Je m'étais préparée à me dire, il sera jamais comme tu l'as imaginé. Donc Mm. j'étais plus en me disant, ok, c'est toi. Très bien, bah écoute, enchantée. Mais pas du tout. Et en fait, c'est ce que je dis à toutes mes amies qui viennent d'avoir des bébés. Tu rencontres l'amour de ta vie parce que ce sera l'amour de ta vie, ton enfant. Est-ce que ce sera un des plus gros amours, même si c'est pas l'amour inconditionnel, mais ce sera un amour dans ta vie. Mais en fait, tu tombes amoureux tous les jours un peu plus. Et en fait, au début, tu es amoureux de ton bébé parce que c'est ton bébé, c'est primaire, c'est animal, voilà, c'est ton bébé, il faut que tu en prennes soin, entre guillemets. Mais après, tu tombes amoureux de son caractère, de ce qu'il aime, de ses blagues, ce genre de choses, et vraiment de son comportement. Et c'est ce que je trouve finalement le plus beau dans la relation, c'est que tous les jours, je le découvre un peu plus, et je sais que aujourd'hui, je l'aime moins que je l'aimerais dans un mois, Mm. C'est vrai que c'est beau, vu comme dans ça. 10 ans. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même attachement à lui que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu à sa naissance, pas du tout. Et c'était même très déstabilisant parce que je me disais, ok, ça marche, bah écoute, c'est parti, on y va. Ok, et donc accouchement comme tu l'avais Ouais. espéré, et ce séjour à la maternité, est-ce que ça a été à la hauteur du début de cet accouchement? Ouais, non, c'était vraiment, je leur dis, c'était une super maternité. Du coup, j'ai pu avoir mon mari avec moi qui dormait sur un lit de camp. Mais c'était super parce qu'en fait, quand Zéphyr est descendu, comme il est descendu très vite, ça a complètement retourné mon coccyx, et donc j'avais très mal au coccyx et j'étais pas très mobile. Et en fait, il m'aidait beaucoup. Comme j'avais pas fait de péridurale, bah, je suis remontée dans ma chambre debout, en marchant. J'ai tout de Ah suite ouais? été aux toilettes. C'était une sensation, c'était génial parce que je me suis pas du tout sentie entravée dans mes premiers instants avec mon fils. Et puis, il y avait beaucoup de bienveillance dans l'accompagnement du personnel. Je me souviens, je pouvais sonner au milieu de la nuit parce que j'arrivais pas à mettre Zéphyr au sein. J'avais toujours quelqu'un qui venait, qui m'accompagnait. J'ai jamais eu aucune remarque sur quoi que ce soit. J'ai eu une fois un moment une sage-femme qui était pas mauvaise, mais je pense que ses conseils étaient un peu datés. Ou un moment, je me souviens, je lui dis ah, il a le tour des lèvres qui est un petit peu blanc. Je lui dis, je pense que c'est la montée de lait, mais je suis pas sûre. Elle me dit, ah, ça se trouve, c'est du muguet. Oh là là, c'est du muguet, c'est du muguet. Je dis, Ah oui, un non, peu alarmiste. voilà. Je lui dis, non, je crois que c'est la montée de lait. Et finalement, qui m'a pas du tout embêtée. La sortie m'ont pas du tout embêtée avec son poids. Trop C'est cool.
Ouais, c'était vraiment un super séjour. J'avais pas beaucoup de monde qui venait me voir en chambre. On était vraiment tous les deux. Ça nous laissait le temps de prendre nos marques, mais en même temps, dès que je sollicitais quelqu'un, on venait me voir. Mais et pas de Ouais, visite, évidemment. tu t'es pas oui, évidemment. Et vous êtes pas sentie seule du coup avec, j'imagine le protocole Covid qui devait, limiter considérablement. En même temps, il passe tellement souvent que c'est peut-être pas plus mal, Non, du tout. les passages ensemble. Non, parce que finalement, c'était suffisant. Enfin, à mon goût, c'était suffisant et je savais que si j'appelais, quelqu'un viendrait. Ouais, oui, donc oui, forcément, ça Voilà. ça Et aide. en fait, j'avais beaucoup de mal à mettre Zéphyr au sein, puisqu'en fait, il n'arrivait pas bien à attraper mon téton. Et donc, la puéricultrice de la nuit, qui venait s'occuper de moi, m'avait donné des bouts de sein et elle m'a dit, tu peux les garder tout le séjour, tu verras, ça va te faire du bien. Et puis quand tu sors de la maternité, à la pharmacie, t'en achètes. Enfin, j'ai eu énormément de conseils comme ça qui m'ont permis finalement de mettre en place un allaitement serein, mais surtout pas du Génial. tout injonctif. Et moi, c'est ce que j'avais Mmh. peur. C'était qu'on me dise, oh non, 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 faut pas faire comme ça, non, les bouts de sein, c'est tricher. Ou non, on m'a dit, écoute, il y a des outils, tu t'en sers pas, c'est pas grave, mais vas-y. Si ça Le t'aide, discours que tout le monde devrait avoir. c'est ça. Et on sentait qu'elles étaient très bien formées et très bienveillantes. Et surtout, le climat était complètement anxiogène, complètement dingue. Mais nous, Bah on avait oui. un peu l'impression d'être dans une bulle. Personne nous a parlé du Covid pendant tous ces jours, pas du tout. La seule chose qu'on nous a dite avant de partir, c'est pensez peut-être à faire une attestation pour le petit parce qu'on a des parents qui se sont fait contrôler, qui ont eu des soucis. Parce que Ouais, j'ai l'enfant n'avait entendu pas ça aussi. d'attestation. Voilà, C'est incroyable ça. ça, c'était super violent. Tu sors de cette espèce de petite bulle, puis on te dit, ah oui, n'oubliez pas l'attestation. Là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut Brusque qu'on fasse retour dans la aussi les réalité. attestations. Oui, c'est Mmh. ça, c'était très brusque. Et, et, Et et, et ça, je l'ai ressenti vraiment au moment de la sortie. ouais, et justement, comment ça s'est passé, la sortie, le retour à la maison, les premiers temps? Bah, déjà, un gros isolement parce que j'ai pu avoir aucune visite ni de mes sœurs, ni de ma mère, enfin personne, Tu aurais aimé? personne. Oui, ouais, j'aurais aimé au moins avoir ma maman, avoir quelqu'un près de moi, pour discuter, pas forcément pour présenter mon fils, mais au moins ne pas être seule. Mmh. Et et puis en plus, il y avait plus rien, il y avait pas de visite de la PMI. La sage-femme est venue 2 fois, mais clairement, elle en avait rien à faire de moi. C'était juste mon fils pour le peser, etc. Je me souviens, je lui avais demandé timidement de vérifier mes points. Elle l'avait fait complètement à contre-cœur. Donc j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'abandon que souvent des mamans décrivent à la sortie de la maternité en disant je n'existe Ouais. plus, il y a que mon bébé. Et puis en plus, je passais ma journée sur FaceTime, WhatsApp, à faire des visios pour montrer mon fils. Et j'en avais ras-le-bol. Je passais des heures. À chaque tété, on devait appeler bidule ou machin pour montrer le petit. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai dit à tout le monde de me laisser tranquille parce que c'était très oppressant Oui, de j'imagine, ouais. pas pouvoir comme ça être juste tranquille. Et moi, je préférais voir les gens en vrai. Je pouvais pas. Et Tu as puis, eu la version 2.0 de c'est ça, harcèlement de la famille, c'est ça, en c'était postpartum, non-stop. quoi. C'était non-stop. Et puis, mon mari travaillait beaucoup. Il a changé de boulot entre-temps, mais travaillait beaucoup. Et en fait, son congé paternité, il l'a pas vraiment pris. Et c'était très bizarre parce que on était dans l'appartement tous les deux, mais lui était enfermé dans le bureau et moi, j'étais toute seule avec mon bébé. Et c'était super dur de me dire, en fait, je suis toute seule, mais je suis pas vraiment toute seule. Mais il peut Mmh. pas m'aider. Et je lui en ai beaucoup voulu parce qu'à un moment, je lui ai dit, écoute, on est en pleine pandémie mondiale, tu viens d'avoir un bébé, je pense que ton codir, il peut attendre. Ils pourront peut-être comprendre que tu n'y participes pas. Et c'était vraiment une sensation d'isolement. Au bout Il d'un moment, l'entendait pas, lui? non, il se rendait pas compte. Je pense qu'il se rendait. Ça a été difficile pour lui de se rendre compte de ce que c'était la réalité d'un nourrisson, d'un nouveau-né. Et Mmh. ça lui a pris beaucoup plus de temps qu'à moi. Et je me souviens, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça suffit, je vais sortir. Et je me suis mise à sortir, à aller me promener avec mon fils. On était encore en confinement total, donc les gens me regardaient travers dans la rue avec mon tout petit bébé. Mais j'avais besoin de sortir. Et je me souviens, je sortais, je faisais que Bah, ouais, c'est pleurer, clair. que pleurer. C'était des larmes, mais je pense pas que je faisais de dépression postpartum. C'était juste qu'à un moment, c'était irréaliste. Tout était irréaliste. Je me retrouvais Mmh. dans une société dingue de pandémie. J'avais un bébé tout neuf. J'avais personne autour de moi. Ça a été très difficile. Le retour à la maison, j'ai pas aimé. Tu as accouché quand? En quel mois? J'ai accouché le 13 avril 2020. Ah En oui, donc plein milieu. vraiment plein milieu, ouais. J'ai eu l'avant et l'après.
Et quand est-ce que tu reprends le travail? Je reprends le travail en septembre, puisqu'en fait, je devais reprendre là où je travaillais avant et je les appelle un petit peu avant ma reprise et je leur dis soit vous prenez des gens pour m'aider, soit je demande une rupture conventionnelle. Ils m'ont dit on prendra personne. Je dis bah je veux une rupture conventionnelle. C'était un petit peu compliqué, mais finalement ils me l'ont accordé. Tous mes proches m'ont prise pour une folle en me disant mais tu te rends pas compte la situation économique, tu peux pas planter ton CDI à ce moment-là, chercher autre chose avec un bébé. Mais moi, je J'y fais savais pas. que. Attends, bon, bah voilà, tu vois. Non, mais c'est important aussi de se dire à un moment, qu'est-ce qui est important pour moi, où est ma priorité. Et en plus, je trouve qu'avoir un bébé, ça te recale dans tes Ah ouais, priorités. complètement. Donc oui, je comprends tout à fait, comme tu dis, j'ai fait pareil. Ah, complètement. En fait, à bout d'un moment, tu dis, OK, il est là, est-ce que je vais pouvoir travailler encore 60 heures par semaine? Non, c'est pas la vie que je veux lui offrir et c'est pas la vie que je veux avoir non plus. Mm. Et donc, j'avais une place en crèche pour le mois de septembre et donc je me suis fixé comme objectif de retrouver un travail au mois de septembre. Donc, j'ai fait ma rupture conventionnelle au mois de juin et j'ai trouvé un travail. C'était très difficile de candidater, de faire mon CV, etc. Avec un nouveau-né à la maison, puisque mon mari était absent du lundi au jeudi en général. Donc, j'étais Ah oui, toute seule, toute complètement. seule. Ah oui, complètement, ouais. Il travaille à Dijon et on habite à Strasbourg. Donc, Oui, effectivement, c'est Donc ça, toute seule, toute seule. Ah, j'étais toute seule, toute seule. Mes parents travaillaient encore, mes sœurs travaillent, j'en ai une qui est à Paris, donc j'étais très seule. J'avais pas d'amis qui venaient me voir parce que tout le monde travaillait ou mes autres amis avaient aussi des enfants en bas âge. Donc je me dépatouillais, je faisais ça pendant des siestes, mais mon fils ne faisait pas de sieste, donc en fait je faisais ça généralement en écharpe. Et je faisais mes Ouais. candidatures. Quand il y avait un recruteur qui m'appelait, je le mettais en écharpe pour être sûr qu'il fasse le moins de bruit possible et je faisais mes entretiens de préqualification comme ça. Et puis quand je faisais des entretiens physiques, j'essayais de trouver un moyen de le faire garder. Donc très rapidement, je l'ai fait garder pour pouvoir trouver un emploi. Donc je fais partie de ces horribles mères qui n'ont pas trop de mal à se séparer de leurs enfants. Non, c'est pas être horrible. Non, non, je suis pas Mais d'accord. je sais que ça a été bizarrement vu par certains qui ont dit mais attends, tu le fais garder, il a 2 mois et demi. Oui, mais enfin, à un moment, Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, et je dis ça en étant une mère qui a jamais réussi à laisser son bébé, hein. Mais ça m'énerve d'entendre des gens qui jugent. Ah oui, oui. Bref, on va pas partir en coup de gueule, mais voilà. Mais Et je l'ai donc, très très vite fait garder. Par la force des choses, il a très très vite été gardé en journée par ma maman ou ma sœur. toi, ça a dû te faire du bien aussi de te Oui, retrouver, surtout que tu ouais. étais vraiment toute seule et d'avoir C'était- des moments, même si c'était des entretiens d'embauche où tu étais Ah sans ouais, lui. je retrouvais, je m'habillais déjà. Je- J'avais pas de soutien-gorge d'allaitement, j'avais pas de vêtements d'allaitement, je remettais un t-shirt normal, un soutien-gorge normal. Enfin, rien que ça, c'était un gros pas pour moi. Et puis, c'était très, très aliénant, en fait, de rester à la maison avec un nouveau-né. Parce que mes journées, il se passait rien. J'attendais après les tétés, il faisait pas de sieste, donc je passais ma vie à essayer de le faire dormir, mais il voulait pas dormir. Et donc, j'attendais le coucher avec impatience parce que je voyais pas le bout. Et j'avais qu'une hâte, c'était retrouver le monde, je disais le monde des vivants, mais c'était cette sensation que j'avais d'être enfermée avec lui, alors que je l'adore et que je sais que c'est des très bons moments qu'on a passés tous les deux, mais pour rien au monde, j'y retournerai aujourd'hui. Ouais. Et je me souviens quand on avait fait l'adaptation à la crèche, il y avait les autres parents qui venaient amener leurs enfants et les papas et les mamans étaient très bouleversés de laisser leurs enfants, machin. Moi, j'avais aucun souci. C'était un soulagement et je me souviens, j'avais une puère qui vient et qui me dit alors comment ça se passe? Je dis bah écoutez, je suis très contente, ça se passe très bien, il a l'air content. Je suis vraiment, c'est un métier, hein. Moi, je pourrais pas le faire hein, toute la journée. Et elle me regardait avec des grands yeux. Je t'étonnais vraiment au milieu des autres, mais c'était un besoin viscéral et c'était même un besoin de survie de m'éloigner de ce rôle-là. Et en fait, j'ai repris au mois de septembre à temps plein. Sur un poste cadre de responsable RH sur un site industriel d'une entreprise américaine. Et alors, Et comment s'est c'était passée génial. cette entreprise? Super. Je suis tombée sur une entreprise très compréhensive. On m'a jamais jugée par rapport au fait que j'étais une jeune mère qui était solo toute la semaine, parce à ce moment-là, j'étais encore solo toute la semaine. Donc, je faisais moi les sorties de la crèche, je le déposais. Dès qu'il était malade, c'était moi qui courais chez les médecins. On n'est jamais venu me Oh. reprocher le fait de me barrer à 15 heures pour courir Mmh. chez le pédiatre.
Jamais, jamais. À partir du moment où mon travail était fait, voilà, il n'y avait pas de question. Et ça a été un luxe. Et je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de ma direction par rapport à ça, parce que au contraire, on me faisait confiance, on me donnait de plus en plus de responsabilités. Et tu vois, 1 an et 3 mois après ma prise de poste, bah, j'ai eu une très grosse promotion. Malgré le fait que j'ai un enfant bas âge, C'est ça, génial. ça- on me l'a jamais reproché. Alors, C'est j'essaie trop de. rare. C'est trop rare et j'y croyais pas du tout après l'environnement dans lequel j'étais. Après, j'ai essayé de tirer mon lait. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, ah, je vais y arriver. Et en fait, je n'ai pas réussi à tirer en même temps le fait de travailler, puisque j'avais des réunions au moment des heures de tirage. Et Hmm. donc, finalement, je finissais avec des engorgements de dingue. J'avais extrêmement mal. Du coup, je produisais moins de lait. Mon fils s'énervait sur le sein. Et quand il a eu 6 mois, j'ai arrêté l'allaitement. Je l'ai arrêté un peu brutalement parce que vraiment, là, c'était un ras-le-bol de ma part. J'avais tellement mal. Ouais. Et puis mon fils prenait bien les biberons, prenait bien de lait artificiel et voilà. Et à partir de ce moment-là, c'était tout bon. Lui, il était très heureux à la crèche. Moi, j'étais très heureux au travail. Et on a enfin commencé à prendre une routine tous les deux et à avoir des vrais bons moments ensemble. Trop chouette. Et t'as été solo la semaine pendant longtemps? Jusqu'à ce qu'il ait 13 mois. Ah oui, donc ouais, Ouais, quand ça a même. été ça a été très long. Je mettais une pression de dingue à mon mari pour qu'il change de boulot. Je disais, c'est pas possible, tu peux pas être absent comme ça toute la semaine, tu loupes beaucoup de choses vis-à-vis de ton fils et vis-à-vis de moi, c'est une charge, t'imagines pas, j'en ai ras-le-bol que ce soit moi qui cours chez les médecins, j'en avais ras-le-bol et puis finalement il a eu une opportunité et puis au mois de mai, il a changé et aujourd'hui il travaille sur Strasbourg et on a repris un autre rythme et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand il a commencé à vivre au quotidien avec nous, qui s'est rendu compte de ce que c'était de s'occuper d'un Bah enfant. Et oui. là, il a vraiment pris sa place. Enfin, Ouais, ouais, ça a dû te sembler très très long quand même, hein. ça a été très long. C'était super difficile parce que pendant des années, ça a été son travail avant tout. Parce qu'il gagnait mieux que moi, il avait plus de responsabilités. Et puis, je m'étais mise un petit peu en retrait. Mais là, j'avais enfin l'occasion de, moi, m'épanouir dans mon travail. Ouais. Et je trouvais ça super injuste que, malgré ça, lui me laisse pas cette opportunité-là. Et en fait, aujourd'hui, avec ma promotion, bah, je suis beaucoup en déplacement et j'ai beaucoup plus de responsabilités. Donc, c'est lui qui est un petit peu plus en retrait et il s'occupe davantage de son fils. Et c'est génial parce que déjà, ils ont une relation qui est dingue tous les deux. Et moi, ça me permet de faire un petit peu autre chose. Ouais. Ouais, d'avoir un meilleur équilibre. Oui, complètement. Et tu me disais quand tu m'as un petit peu résumé ton histoire que ton fils avait des soucis ORL, tu peux Oui. nous en parler? Bah, en fait, quand il a eu 6 mois, il a commencé à faire des otites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'otites. Et en fait, je savais qu'on avait des prédispositions génétiques puisque moi-même et mon mari en avons fait beaucoup. Ah ouais, je savais pas Euh, qu'on pouvait avoir des prédispositions génétiques à l'otite. Bah, en fait, en fait, chez les bébés, les sinus sont droits, ce qui fait que plutôt que d'avoir un écoulement classique de tout ce qui est mucosité, ça stagne et en fait, généralement, ça fait des otites. Mais des D'accord. fois, c'est particulièrement mal agencé, je sais pas comment dire. Et en fait, il a dû tenir ça de moi. Et donc, moi, je connaissais très bien le parcours. J'ai eu des greffes de tympan. Et donc, c'était un parcours qui était lourd. Et la première fois qu'il a fait une otite, j'étais effondrée parce que je savais très bien vers quoi on se dirigeait. J'étais pas dupe. Et en fait, il a fait non-stop des otites, mais pendant tout l'hiver. Et on avait une ORL de ville qui le suivait, sa pédiatre. Et en fait, l'ORL de ville prenait pas du tout en considération ce qui se passait. Elle était très laxiste dans son suivi. Et puis rapidement, moi, j'ai commencé à évoquer le fait qu'il faudrait le faire opérer. Donc lui, retirer les végétations et lui poser des drains. Mais elle me Hmm. disait non, il est trop petit, trop petit. Je dis mais enfin, attendez, là, c'est pas possible. Il est sous antibio tout le temps. Et en fait, il était tellement sous antibio qu'il était malade. Et il a commencé un peu à casser sa courbe de poids. Et moi, je m'inquiétais aussi par rapport au langage, puisqu'il n'entendait pas bien. Et du coup? Et en fait, finalement, j'ai changé d'ORL et là, je suis tombée sur quelqu'un qui était beaucoup plus dans l'action. Et quand il a eu 11 mois, donc au mois de mars, il s'est fait opérer. Donc, il s'est fait retirer des végétations, il s'est fait poser des drains. Et en fait, avant de pouvoir l'opérer, on a dû le mettre sous antibiothérapie pendant des semaines pour être sûr qu'il soit pas malade le jour de l'opération.
Et ça nous a changé la vie, puisqu'il continue à faire des otites, mais beaucoup moins importantes. Et surtout, ces otites-là ne nécessitaient pas la prise d'antibio, puisque il y avait plus d'inflammation, parce que comme le tympan était ouvert, ça coulait tout seul. Et bon, il a perdu un des reins. Voilà. Mais depuis, il a quand même beaucoup moins d'otites. Donc on revit. Bon, malheureusement, il parle toujours pas beaucoup et on pense qu'il doit avoir un petit souci au niveau de l'audition. Donc, on va commencer à faire des tests en début d'année si ça évolue pas. Mais je suis déjà contente qu'on ait pu prendre le problème en main. Mais c'est un enfant aujourd'hui. Les médecins, il n'a pas peur. Dès qu'on va chez un médecin qui voit une blouse blanche, il monte ses oreilles pour montrer ses oreilles. Il a l'habitude maintenant. Ouais, il aime qu'on lui tripote les oreilles. Il adore les antibiotiques, il adore les médicaments, il les prend très bien. C'est un drôle de petit garçon, ça fait rire toujours tout le monde de le voir réclamer des antibiotiques parce qu'il aime bien le goût, quoi. Et c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un rejet, un dégoût à force. Mais tant mieux lui, si c'est l'inverse. c'est son quotidien, c'est sa vie, il s'y fait. Et puis il est très courageux, il se plaint pas beaucoup. Enfin, il y a des fois où je voyais, enfin c'était quand? C'était il y a quelques semaines, il a fait la même journée, il a fait conjonctivite, otite, bronchite. Il a rien dit. En fait, on s'est rendu compte parce qu'il avait l'oreille qui coulait et que le tympan avait percé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il dit rien? Enfin, il avait 39 de fièvre et il disait rien parce qu'il est très résilient et que les enfants sont quand même très courageux. Ouais. Et ça a été très dur parce que j'avais ça, ces maladies, ces opérations, les rendez-vous chez les spécialistes, plus le travail, plus mon mari absent. Au bout d'un moment. Ouais, grosse charge quand même. Hein. Ouais. Mais ben justement, on en arrive à aujourd'hui. Comment tu vas toi aujourd'hui? Écoute, ça va. On trouve nos marques. Nous, on est une famille on fait pas du surplace, on aime bien beaucoup de faire de projets, beaucoup de choses. Donc là, on est en train d'acheter une maison. Donc c'est notre projet 2022 et on est en train de planifier les travaux et c'est un nouveau départ et ça va être super chouette pour la famille. Donc ça va, j'ai cette promotion qui vient, j'ai mon mari qui est un peu plus avec nous et puis j'ai mon fils qui grandit tous les jours et qui est juste un bonheur à voir grandir. Parce que c'est marrant, quoi. Il a 20 mois, c'est dur. Faut pas se le cacher. Les crises, le 2 ans, c'est hardcore. Ah oui. C'est hardcore, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils sont marrants. Enfin, ils ont une vraie personnalité, c'est du mimétisme. Mais les crises, par contre, je m'en passerais bien. Parce que... c'est l'envers de la médaille, on va dire. Mais c'est vrai que le développement qu'ils ont fulgurant, je trouve, à cet âge-là. C'est plus un petit garçon. C'est plus un bébé, c'est devenu un petit garçon. Même si des fois il a des comportements de bébé, et on sent que la maturité c'est encore celle d'un bébé, mais c'est génial parce que je vois ce qu'il aime et il y a des choses qui sont pas du tout de notre éducation. Et c'est drôle de le voir évoluer, de se dire qu'est-ce qu'il va devenir plus tard, qu'est-ce qu'il va aimer. Moi, j'adore venir à la crèche et de me cacher un peu, de le regarder interagir avec les autres enfants, avec les autres adultes. Ça, c'est vraiment pour moi le plaisir de la parentalité, c'est de le voir évoluer. Et évoluer sans moi aussi. Ça, c'est une vraie satisfaction. Super, génial. Alors, avant de conclure, j'ai une dernière question pour toi. Mm-hmm. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi? Alors, je vais être plus autour de la parentalité, mais clairement, ce seraient les injonctions faites aux parents. C'est un fléau, et je pèse mes mots. Quand Zéphyr était tout petit, que j'étais toute seule à la maison avec lui toute la journée et qu'il dormait pas, j'étais vraiment au bout du gouffre et à ce moment-là il y avait toujours autant d'injections et je me souviens d'avoir écouté un podcast qui disait faire pleurer ses bébés c'est le mal absolu, vous détruisez leur cerveau et à ce moment-là je venais juste de lancer moi l'étape de l'apprentissage du sommeil parce que j'étais au bout du gouffre. Ouais. Et j'écoutais ce podcast avec lui en poussette parce qu'il ne dormait qu'en poussette, en pleurant toutes les larmes de mon corps, en étant persuadée que j'étais la pire mère du monde. Et ce que j'aimerais faire comprendre, c'est qu'avec ces injonctions de partout,
fait des dégâts sur des personnes qui parfois sont fragiles. Et en fait, au final, ce que je dis à toutes mes amies, c'est écoutez-vous, écoutez votre bébé et adaptez-vous. Enfin, il n'y a pas de méthode miracle. Évidemment, il y a la base, hein, ne pas maltraiter son enfant et lui apporter des soins minimum. Mais ça c'est naturel. Mais à un moment, chacun fait comme il peut, quoi. Enfin, je sais que dans l'épisode que tu avais fait avec Léna, elle expliquait que son fils avait besoin de pleurer avant de dormir. Le mien, c'est pareil. Je me suis posé des questions pendant des mois en me disant, mais en fait, c'est moi qui l'ai détraqué. Et c'est un vrai fléau. Et c'est ça que je voudrais aujourd'hui essayer de faire comprendre. C'est quand on a une diffusion sur des réseaux ou sur des podcasts ou ce genre de choses, quand on tient ce genre de propos, il faut faire attention parce que l'auditoire peut être fragile et ça peut vraiment faire du mal. On parle aujourd'hui des dépressions postpartum, on parle aujourd'hui du suicide qui est la première cause de mortalité chez les jeunes mères. Je dis pas que les injonctions de partout c'est la cause, mais ça fait partie du problème. Et vu comme moi ça m'a atteint alors que je n'étais pas très fragile, j'imagine même pas des personnes fragiles, comment ça peut être difficile pour elles. Puis les injonctions, souvent, c'est quasiment que sur les mères d'ailleurs. Hein. Oui, ah oui, bah oui, mon mari lui a été tranquille, hein, personne ne lui a jamais rien dit. Hein. Au contraire, aujourd'hui encore, quand il va se promener, qu'il va chercher le pain avec Zéphyr, on lui tient la porte, on l'aide à pousser la poussette ou à soulever la poussette. Moi, je peux crever la gueule ouverte. Les hommes, c'est héros. Ah mais oui. C'était l'instant misandrie. C'est ça, exactement. Moi, ça me rend folle. Et puis il revient, il me dit, on m'a porté la poussette, on m'a ouvert la porte. C'est pas possible. Moi, jamais. Au contraire, c'est plutôt plein de remarques dans les dents. Oh, mon Dieu, vous lui mettez des dessins animés dans la salle d'attente. Oui, bah oui, s'il est malade et qu'il est 8 heures dans la salle d'attente, je lui mets des dessins animés parce que sinon, il va nous retourner le cabinet. Enfin, c'est des choses comme ça. Et ça c'est... Ouais. Il faut être super solide, il faut être super sûr de soi. Mais malheureusement, quand on vient d'avoir un enfant, on est tout sauf ça. Ni solide, ni sûr de soi. Et ça peut faire des gros dégâts. C'est clair. Merci beaucoup, Anna. Merci, Manon. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Demander de l'aide peut être parfois très difficile, mais c'est le plus souvent salvateur et surtout, ça ne fait pas de nous de moins bonnes personnes. On sera toujours des héroïnes. Viens parler de cet épisode sur mon Instagram, je te mets le lien dans la description. Et si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux m'attribuer une note et un commentaire sur les plateformes qui le proposent et surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une maman de plus. Sur ce, à très vite!